L'Olympique de Marseille vient de changer d'entraîneur pour la 28e fois depuis 2000. 28 coachs en 23 ans. En termes de stabilité, on est vraiment pas mal. Personne ne fait mieux en France alors que nous vivons dans un pays où un club est allé chercher Raymond Domenech il y a pas longtemps. C'est dire à quel point l'OM a de l'avance sur ses concurrents. Plus sérieusement, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Alors, il y a pas longtemps, je suis retombé sur une vidéo de Doc7 qui racontait l'histoire bordélique des rois de France. Au même moment, on a assisté à une nouvelle crise à l'OM alors que tout était calme. Je me suis dit que les deux réunis, ça devait faire une masterclass. J'ai commencé mes recherches et effectivement, ce club n'est pas comme les autres. Entre embrouille, nullité, bizarrerie, les entraîneurs à l'OM, c'est pas toujours clair, mais ça finit toujours très mal. Alors installez-vous bien, on est parti pour un parcours vraiment chaotique. Je vous rappelle que cette vidéo, c'est le fruit de longues heures de recherche, alors il est possible que de temps en temps, je raconte des conneries. Alors pas de panique, faites preuve de bienveillance et corrigez-moi dans les commentaires. On n'a pas assez d'infos sur les coachs jusqu'en 1899, vous pouvez vous en douter, mais s'il y a une chose à savoir sur l'OM au XXe siècle, c'est que ça a jamais été stable. Par exemple, Mario Zatelli, ancien joueur de l'OM, le mec qui a le plus entraîné l'OM dans toute l'histoire, et ben lui il les a entraînés 4 fois dans les années 60-70. Un coup viré, un coup sauveur, ça illustre parfaitement pourquoi j'ai voulu commencer autour des années 2000 avec un entraîneur qui est resté plus de 2 ans, histoire d'avoir un peu de stabilité. Nous commençons donc à l'été 1997 lorsque Roland Courbis est nommé. L'OM vient d'être racheté par Robert Louis Dreyfus il y a peu, et donc on part logiquement sur un nouveau projet. Alors sous Courbis, l'OM fait un gros mercato, on a du Laurent Blanc, du Makelele, du Ravanelli, du Dugarry qui signe, et en une saison, l'OM retrouve directement la Coupe d'Europe, ce qu'ils avaient plus connu depuis pas mal de temps. Je vous rappelle qu'ils ont fait un petit saut en Ligue 2 il y a quelques années, donc c'est positif. La saison suivante, l'OM a 100 ans, et le club investit encore, et ça va très bien se passer. Déjà pendant l'été, il y a ce fameux match face à Montpellier où l'OM perd 4-0 va gagner 5-4, et le club va lutter toute la saison avec les Girondins de Bordeaux pour remporter le titre. Malheureusement, c'est les Bordelais qui l'emporteront à la toute dernière journée. Bon, ils sont donc qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, mais surtout, ils font un parcours en Coupe de l'UEFA remarquable. Courbis va donc attaquer sa 3e saison au club, et malheureusement, pendant l'été, il perd Laurent Blanc, et ça va lui coûter très cher. En Ligue des Champions, ils battent quand même Manchester United au Vélodrome, ce qui n'est pas rien, mais ils vont quand même rapidement se faire éliminer, et vu qu'à côté de ça, l'OM est 8e du championnat, ça passe pas trop, forcément. Premier limogeage de la vidéo. On est qu'en novembre, la saison va encore être très longue. Et là d'abord on va juste prendre l'entraîneur de l'équipe réserve, Bernard Casoni, qui était encore joueur à l'OM il y a à peine 3 ans, et qui là n'a pas vraiment d'expérience en tant qu'entraîneur, il a juste coaché les jeunes de l'OM et la réserve. Et là il va vivre une expérience traumatisante. Je pense sérieusement que ça pouvait pas être pire. L'année 1999 de l'OM, elle est catastrophique. Le club va passer tout proche de la relégation en Ligue 2, ils vont se maintenir juste à la différence de but avec Nancy, et c'est le chaos total. Il y a même une révolution à la commanderie, des voitures de joueurs sont brûlées, certains doivent être évacués dans des coffres, c'est un bordel pas possible. Juillet 2000, l'OM s'est donc maintenu de justesse alors qu'il venait de faire 2e de Ligue 1 plus finale de la Coupe UEFA. Il faut repartir sur quelque chose de stable et reconstruire un nouveau projet. Ça ils l'ont bien compris et ils vont aller prendre Abel Braga, ancien joueur du PSG qui a une carrière d'entraîneur très longue. Pour vous illustrer la chose, il arrive, c'est son 8e club en 3 ans. Est-ce que ça rassure quelqu'un devant cette vidéo? Moi ça me rassure pas, ça avait l'air sur le papier d'une énorme connerie. Il arrive, il met en place une défense à 5. J'ai pas envie de dire de conneries, mais à l'époque je crois que ça se faisait pas trop. Et il a à sa disposition, un effectif qui est un petit peu moins bon que celui des années précédentes, mais il y a quand même du matos. Galas Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, il y a Georges Weah au milieu de tout ça, tu sais pas trop ce qu'il fait là, mais il y a surtout le duo Abardonado-Marcelino. Alors Abardonado, c'était le coach de l'OM la semaine dernière, et Marcelino ce n'est pas lui, c'était un joueur brésilien qu'ils avaient recruté à l'époque. 5 victoires en 16 journées pour notre collègue Abel Braga. L'OM est de nouveau 16e, relégué en Ligue 2 mi-novembre. Je crois qu'il est déjà l'heure de rechanger d'entraîneur. Du coup, vous connaissez le système, on prend l'entraîneur de l'équipe réserve. On a donc Albert Raymond qui réplique avec Christophe Galtier en assistant. Voilà, il va pas rester très longtemps, rassurez-vous, un match de Ligue 1 va suffire. Défaite 3-0 à Bastia, on les renvoie tranquillement vers l'équipe réserve et les équipes de jeunes. On a donc un 3e coach déjà dans la saison qui arrive en novembre. Et on va aller chercher un espagnol, Javier Clemente. Évidemment, il parle pas un mot de français et ça va rendre la communication assez compliquée avec les joueurs. Il prend l'équipe 16e et en avril, l'OM est, tenez-vous bien, 15e, il a gagné une place, mais bon, vous comprenez très vite que ça ne le fait pas non plus. Vu qu'on est quand même très proche de la relégation, on rechange d'entraîneur, un 4e entraîneur qui arrive à l'OM. Et là, c'est pas juste un changement d'entraîneur. Robert Louis Dreyfus, le propriétaire, il décide de rappeler Bernard Tapie en tant que directeur sportif. Et Tapie, avant d'aller recruter des joueurs, d'abord, il doit sauver l'OM. Alors, il va rappeler une vieille connaissance, Tomislav Ivic. Ivic, qui est à l'époque l'entraîneur du Standard de Liège, sauf que vu que le Standard de Liège appartient à Robert Louis Dreyfus, vous vous doutez que ça se fait plutôt facilement. RIP à nos amis belges,
qui vont perdre leur entraîneur en cours de saison juste parce qu'il y en a besoin ailleurs. Et Ivic, il a déjà coaché l'OM. Accrochez-vous, c'est compliqué. Tapi, il avait déjà nommé en 1991 quand tout allait bien, avant de le virer alors qu'il était premier de Ligue 1, toujours en 1991, pour remettre Goethals qu'il avait viré pour mettre Ivic. Je vous ai dit, histoire bordélique, hein, j'avais prévenu. Ils arrivent tous ensemble à atteindre l'objectif, hein, maintenir l'OM, qui décidément a beaucoup de mal ces dernières années. Mais bon, vu que Ivic il a 67 ans et qu'il a quelques problèmes de santé, il quitte l'OM quoi. Il a fait sa mission de quelques mois et il s'en va. Là, à l'OM, on commence un petit peu à réfléchir. Déjà, il y a Tapi qui fait 800 transferts pendant l'été, ce qui va lui valoir plein de procès et ça va pas être la folie, je vous le dis. Et on arrête avec les coachs étrangers. J'espère que vous en avez profité, on n'est pas prêt d'en revoir. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu. On nomme un Marseillais, José Anigo. On lui fait confiance, on lui donne l'OM, il dispute 4 matchs, 0 victoire. Ça dégage. Du coup, on a donc un nouveau duo d'intérimaires. Et cette fois-ci, on change un petit peu. On a Marc Lévy et Josip Skoblar, légende de l'OM, qui viennent sur le banc. Un match de Ligue 1, nouvelle défaite à Bastia, encore décidément. Et donc, on décide de nommer un nouvel entraîneur. Et là, attention, on va encore innover comme c'est pas permis. Tomislav Ivic est de retour. Il est parti il y a 3 semaines, il est déjà de retour. Et quand il prend le club, l'OM est 17ème sur 18. À l'époque, la Ligue 1, il n'y a que 18 clubs. Donc, autant vous dire que c'est bien la merde. Mais Ivic, il a plus d'un tour dans son sac. Il va réussir sa mission. Il va remonter petit à petit jusqu'à atteindre la 9ème place. C'est bon, l'OM a enfin trouvé son entraîneur, ça commence à se stabiliser, ça remonte. Sauf que rien ne se passe comme dans les autres clubs. Ivic n'a pas de problème en tant qu'entraîneur. Sauf que ses problèmes de santé deviennent de plus en plus récurrents et il est beaucoup trop fatigué. Donc, il décide lui-même de quitter l'OM. Sauf qu'on est en novembre, comme la saison d'avant, ça va être encore très long. Il nous faut donc un nouvel entraîneur. Alors là, on va encore innover et aller chercher, je sais pas, un entraîneur étranger, peut-être un entraîneur français très coté. Non, on va rappeler Albert Raymond. Et ça va plutôt marcher. On retrouve de la stabilité à l'OM. Les résultats restent moyens, mais la qualité du jeu s'améliore un petit peu. Et avec tous les départs et les arrivées qu'il y a eu à l'OM, l'effectif c'est plus que c'était. C'est assez compliqué d'entraîner tout ça. On est donc à l'été 2002, Albert Raymond a terminé sa mission et on va nommer un entraîneur, ça y est, on change. On prend un nouveau, Alain Perrin rejoint l'Olympique de Marseille. Et c'est pas le seul à arriver, d'ailleurs on change de président, Bernard Tapie, sa mission a échoué. Il quitte le club par la toute petite porte, on retiendra surtout son passage entre 86 et 93 avec la Ligue des Champions évidemment. C'est donc Christophe Boucher qui le remplace. Et l'OM n'a presque pas de thunes, il y a quasiment aucun joueur qui arrive au mercato. Ça s'annonce plutôt compliqué mais finalement ça va bien se passer. L'OM fait un très bon début de saison, pratique un bon football franchement, et va même se mettre à jouer le titre alors qu'ils sortent de saison où il y avait rien et qu'ils n'ont pas changé un joueur. Bon, malheureusement un certain Ronaldinho au PSG va empêcher l'OM d'aller chercher le titre, mais les Marseillais décrochent une place qualificative pour la Ligue des Champions. Ça c'est un truc de fou qui arrive toujours dans l'histoire de l'OM. Comment le club peut passer d'une saison chaotique où ils sont limite en train de flirter avec la Ligue 2 et une saison après se requalifier pour la Ligue des Champions et la jouer. C'est des cycles et des montagnes russes et j'ai l'impression que tout se répète sans cesse. Bon, l'OM remonte un petit peu la pente, mais la deuxième saison, avec Alain Perrin, ça va pas trop bien se passer et ça redescend. L'OM n'arrive pas à se qualifier en 8ème de finale de la Ligue des Champions, Bon, ça pouvait se comprendre vu le groupe, il y avait quand même le Real Madrid dedans. Et en championnat, c'est moins bien que l'année d'avant, ils sont 6ème. Alors, c'est pas catastrophique, mais ça va suffire pour virer Alain Perrin. Sauf qu'à Marseille, on en a un petit peu marre de toujours payer pour virer des entraîneurs, donc on va trouver autre chose. Alain Perrin est donc licencié pour faute grave en janvier 2004. Quand tu licencies quelqu'un pour faute grave, tu dois pas le payer. Il est donc licencié pour exhibitionnisme et harcèlement sexuel. C'est quand même plutôt hardcore comme licenciement. Surtout que cette affaire va être jugée et il sera jamais accusé et c'est même l'OM qui va devoir lui donner des sous qu'ils n'avaient pas voulu lui donner. Donc est-ce que c'est vrai? On le saura jamais. Du coup, il y a plus d'entraîneur à l'OM, il en faut un nouveau et ça va être l'occasion de redonner sa chance à José Anigo. Et nous sommes bien à la saison 2003-2004 et il y a déjà un joueur qui crève plutôt l'écran malgré la 6ème place. C'est Didier Drogba. Vous connaissez la suite, la deuxième partie de saison, ça va être de la bombe. Drogba plante but sur but, l'OM élimine Liverpool, l'Inter, Newcastle en coupe de l'UEFA et va malheureusement de nouveau échouer en finale. Forcément, après cette fin d'année 2004 fantastique, José Anigo, il est reconduit sur le banc de l'OM. Ils vont lui redonner sa chance et c'est lui qui démarre pour la saison 2004-2005. Sauf que Drogba s'en va, la saison démarre moins bien et très vite, l'OM se retrouve dans une nouvelle crise alors qu'ils étaient en finale de la Coupe d'Europe encore. José Anigo démissionne en novembre, le président Christophe Boucher démissionne en novembre, Pape Diouf est appelé pour devenir le nouveau président, sauf qu'il est pas censé rester. José Anigo pendant ce temps, il est plus entraîneur, mais du coup il passe directeur sportif. C'est le bordel. Et là, tenez-vous bien, attention, on va aller chercher de l'entraîneur d'expérience. Ils sont allés chercher
Philippe Troussier, qui à l'époque était sélectionneur du Qatar. Je sais pas si c'est l'idée du siècle, mais c'est ce qu'ils ont fait. Alors il arrive du Qatar, il prend l'équipe en main, sauf que son message, il passe directement pas, voire quasiment jamais. Il est jugé comme trop autoritaire par certains joueurs du vestiaire. Bref, ça le fait pas avec certains joueurs, ça se passe pas bien. Bon, et Troussier, malgré une bonne période au début, franchement, il va très vite se mettre à perdre et à faire des matchs nuls. L'OM dégringole un peu au classement, finit 5ème, c'est pas nul. Ça accroche quand même la coupe Intertoto, mais c'est très loin des espérances. Et pour notre Philippe, vu que ça l'a pas trop fait avec les joueurs et qu'en plus il s'est fait sortir en 32ème de finale de Coupe de France contre Angers, on l'invite tranquillement à faire ses valises et à quitter l'OM. Été 2005, on va de nouveau reconstruire, on fait encore appel à un ancien Marseillais, mais cette fois-ci qui n'a pas entraîné l'OM. Première nouveauté, c'est Jean Fernandez. Et vu que l'OM avait la coupe Intertoto à l'époque, il fait ses débuts directement dans une compétition européenne. L'OM passe le premier tour, passe la demi-finale et va même remporter la finale contre la Corogne en match aller-retour avec un match retour de folie. Nouvelle Coupe d'Europe pour les Marseillais, ça commence très bien. Sauf qu'en championnat, c'est pas la même, 5 matchs, 0 victoire. Dernier de Ligue 1. Mais cette fois, il va enfin y avoir un petit peu de confiance donnée à un entraîneur, ils vont pas le virer. Et le travail, ça finit par payer, d'autant plus qu'il y a un joueur qui est en train de se révéler un petit peu au grand public, un certain Franck Ribéry. Ça va plutôt bien l'aider. L'OM va même arriver jusqu'en finale de la Coupe de France. Ils perdront face au PSG, décidément, il y avait une malédiction en finale. On est peut-être là face à une saison sans problème du côté de l'OM. Sportivement, ça allait, on pouvait enfin reconstruire de manière à peu près stable. Et évidemment, il y a encore eu une histoire. Jean Fernandez, il s'entend pas du tout avec José Anigo, le directeur sportif. Il subit plein de pression pour quitter son poste et évidemment, du coup, ce qui devait arriver arriva. Il démissionne. Été 2006, il faut encore trouver un nouvel entraîneur. Franchement, au bout d'un moment, ça doit être vraiment chiant. Tu m'étonnes qu'ils font appel à n'importe qui. Alors, on va faire avec le local et avec ce qu'on a déjà. Albert Raymond, il nous a bien aidé pas mal de fois. Et cette fois-ci, on lui donne sa chance. Et il va coacher une équipe de fous. Franchement, cette équipe, c'est impossible de pas sourire en la voyant. Les Ribéry, Nasri, Sana, Niang, Pagi, Cissé, tout ça, c'était les émotions. Une autre finale de Coupe de France, encore perdue. 53 buts marqués en Ligue 1, deuxième du championnat. On vient d'enchaîner 2 bonnes années. Et Albert Raymond, vu qu'il a réussi à qualifier l'OM en Ligue des Champions, évidemment, on lui laisse sa chance la saison d'après. Est-ce qu'un entraîneur va réussir à faire 2 bonnes saisons d'affilée? Quand même, ça fait très longtemps, je sais même pas quand, la dernière fois que c'est arrivé. Le début de saison est horrible. L'OM est 17ème après 9 matchs quand même. Il est donc démis de ses fonctions, il faut encore trouver un entraîneur. Et cette fois-ci, fini le local, fini les Français, ça y est, on va innover, on va prendre un coach étranger. Bon, il est francophone, mais c'est quand même un coach étranger. Eric Guéretz débarque à Marseille. Pour son tout premier match, on va quand même l'envoyer à Anfield jouer contre Liverpool. Il y a plus facile quand même pour commencer. Et le pire, c'est qu'il va gagner seule victoire d'un club français à Anfield dans toute l'histoire du football. L'amour avec Guéretz prend donc très vite à Marseille. En Ligue 1, ça met un petit peu plus de temps, mais les supporters, ils vont adorer le jeu amené par Guéretz. Et en plus du jeu, il va avoir de très bons résultats. Il finit 3ème la première saison. Et la seconde est encore meilleure. L'OM va jouer le titre toute l'année avec Lyon. Personne ne pouvait concurrencer l'OL à l'époque, mais l'OM l'a fait. C'est magnifique, il y a un entraîneur que les supporters adorent, ça joue bien au ballon, l'équipe est franchement sur le papier vraiment pas mal. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Une embrouille en interne. Cette fois-ci, c'est avec le propriétaire Robert Louis Dreyfus qui a juste donné une interview dans la presse et il a déclaré: il ferait mieux de terminer premier ou deuxième, sinon nous aurons un problème. Eric Guéretz le prend pour une attaque personnelle, du coup forcément quand l'OM lui propose de prolonger, il dit qu'il va réfléchir et à la fin de la saison, il s'engage en Arabie Saoudite. Comme quoi ça arrivait déjà à l'époque. Il termine quand même meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, sauf qu'à cause de ses problèmes, il s'en va alors que tout le monde voulait qu'il reste. Le board de l'OM va donc nommer un nouvel entraîneur, on retourne sur du français, cette fois-ci c'est Didier Deschamps, peut-être la période la plus stable, quoique au début ça a pas été simple. Pape Diouf et Dreyfus nomment Didier Deschamps, sauf que Pape Diouf très vite il est obligé de quitter l'OM et malheureusement Robert Louis Dreyfus décède. Le club est plongé dans une immense tristesse, on sait pas trop du coup si Deschamps va rester, alors c'est pas le problème de l'époque. Au final il va rester, Jean-Claude Dacier devient le nouveau président et là on entame ce qui est peut-être la période la plus stable de l'histoire récente de l'OM. Le dernier entraîneur qui avait fait 3 saisons d'affilée à Marseille, c'était Roland Gransart en 1981, soit 30 ans avant. Nous du coup ça nous intéresse pas trop, aucun changement d'entraîneur en 3 ans quand même, alors que des fois on en avait 4 par saison, on s'ennuie un petit peu. Bon, pour Deschamps c'est quand même pas mal en termes de trophées, on a un titre de champion en 2010, 3 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions, mais aussi un quart de finale de Ligue des Champions disputé en 2012, après le fameux contrôle judo de Brandao. Mais ça serait mentir que de dire que tout ça était stable et durable, que tout se passait bien. Regardez la tête de Deschamps, rien qu'à sa prise de poids, on voit que quelque chose n'allait vraiment pas. L'ambiance était juste pourrie au sein du club, ambiance détestable, il y avait des problèmes avec certains joueurs. José Anigo, le directeur sportif, et l'entraîneur Didier Deschamps qui se détestaient, qui ne se parlaient plus. Tout ça, ça se ressentait vraiment, c'est parti encore plus loin quand les supporters s'en sont mêlés. Bref, la 3ème saison de Deschamps, ça finit plutôt mal. Et donc à l'été 2012, Deschamps, il se fait une petite pause, il quitte l'OM et il va très vite rejoindre l'équipe de France.
Et pour le remplacer, on prend Elie Bopp, un ancien de la Ligue 1, il a coaché plein de clubs en France, le mec connaît ça par cœur. Alors ça peut être intéressant de construire avec lui, pas sûr non plus, hein, ses équipes ça a jamais été la grande folie. Mais bon, on se dit sur un malentendu, et le malentendu frappe à la porte. Il réalise le meilleur début de saison de l'histoire de l'OM, 6 matchs, 6 victoires. Voilà, ça va être à peu près tout, hein. Bon, en Coupe de l'UEFA ça se passe pas bien, en Coupe de France ça se passe pas bien, en Coupe de la Ligue ça se passe pas bien. Le jeu pratiqué est plutôt infâme, sans faire offense, désolé Elie. C'est vraiment pas l'entraîneur du siècle, mais l'OM finit deuxième et va disputer la Ligue des Champions. Je sais pas comment c'est possible, mais ça sentait mauvais. T'as pas le droit de disputer la Ligue des Champions avec un jeu aussi moche. Donc l'année d'après, ce qui doit arriver arrive. Voilà, on va passer très vite. L'OM fait 0 points en Ligue des Champions, hein, dans le fameux groupe avec Dortmund, Arsenal et Naples. Donc ça en est un petit peu trop, hein, personne ne veut qu'il reste. Il est démis de ses fonctions. Qui pour le remplacer quand on a dans son club un directeur sportif qui peut entraîner? Mais oui, José Anigo redevient entraîneur de l'OM pour la 3e fois. Encore, ça fait beaucoup là, non? Il n'y a plus de directeur sportif et on se dit, bon, vas-y, c'est pas grave, on remet pas de directeur sportif, hein, c'est pas un poste important dans un club de foot. Les résultats, ils sont hyper mauvais, hein, pas mieux qu'avec Elie Bopp. Il y a même Albert Raymond, dites-vous, qui revient pour donner un coup de main à José Anigo. Le recyclage plus, palmarès de l'OM cette saison-là, on a un nouveau stade magnifique, c'est tout. Et là, je sais pas ce qu'il prend, Vincent Labrune, il arrive à faire venir Marcelo Bielsa à la place d'Elie Bopp. Le monde à l'envers. Et depuis le départ de Didier Deschamps, hein, l'entraîneur de l'OM, il s'est un petit peu détérioré, hein, c'est plus l'équipe championne de France. Ça va être compliqué pour Bielsa, mais on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Le début est un petit peu compliqué en championnat, d'autant plus qu'il s'embrouille déjà avec Vincent Labrune alors qu'il vient d'arriver. Tu te dis, ça peut sentir très mauvais, mais non. L'OM enchaîne 8 victoires consécutives qui le propulsent à la tête du championnat. Meilleur début de saison de son histoire, 25 buts en 10 matchs, Gignac qui marche sur l'eau. Cette période était beaucoup trop incroyable, l'OM était beaucoup trop fort alors qu'il y avait Djadjedji qui jouait dans une défense à 3. Tu sais même pas comment le mec a fait pour le faire jouer là et qu'il soit devenu aussi fort, on l'a plus jamais revu après, mais c'était magique. La suite, vous la connaissez, hein, une fin frustrante, quelques erreurs d'arbitrage, finalement une 4e place en toute fin de saison alors que l'OM a mené la Ligue 1 pendant de très longs mois, mais ça reste selon moi la plus belle saison de l'OM que j'ai vécue. Voir une équipe pratiquer un tel jeu, j'avais jamais vu et je l'ai jamais revu. Forcément, après la frustration, on attend la 2e saison de Marcelo Bielsa. Première journée de Ligue 1, l'OM affronte Caen et perd. Conférence de presse d'après-match. Acabo de renunciar al cargo que tengo en Olympique de Marseille. Je viens de démissionner de mon poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Marcelo Bielsa démissionne de son poste d'entraîneur. Il était pas d'accord avec Labrune sur certains points, il s'en va. Au bout de la première journée, c'est nickel, tu dois reconstruire une équipe que t'as bâtie tout l'été pour Bielsa, mais pour un autre entraîneur, on sait même pas qui va arriver. C'est la merde. Alors dans ces cas-là, d'abord on prend un petit intérimaire qui est au club, Franck Passy, il fait un match, un déplacement au stade de Reims, comme pour tous les intérimaires, évidemment, il perd. Et vu que ça a marché avec Bielsa qui parlait espagnol, là on se dit on va prendre un autre espagnol, on prend Michel. Il signe 2 ans à l'Olympique de Marseille quand même. Et sur son premier match, c'est de la folie. 6-0 contre 3, là la culture de l'instant, je peux vous le dire, moi j'étais le premier, on était comme des fous. Tout le monde pensait que ça allait être comme avec Bielsa, ça allait être dans la continuité, c'était de la folie cette équipe, il y avait des buts partout. Non, la suite de la saison elle est bien plus compliquée, hein. Le club connaît une importante disette à domicile, 2 matchs gagnés sur 18 quand même. L'OM coule au classement, 10e à la trêve, et il s'arrête pas de descendre, hein. Mitchell il est un petit peu remis en cause, hein. Ça commence à chauffer pour lui. Sur le terrain en plus le jeu proposé il est vraiment pas fou, il y a peu de spectacles, peu de buts. Alors le conseil d'administration de l'OM se réunit, Labrune, Margareta Louis Dreyfus décide de le virer. Avant de changer d'avis, hein, de plus le virer finalement, peut-être qu'on lui redonne sa chance avant de le revirer, hein, pour de bon cette fois-ci. Faudrait pas non plus que l'OM descende en Ligue 2, sachant qu'ils sont pas très loin. Du coup il nous faut un 4e entraîneur pour cette saison. Bon là on va faire simple, hein, on dit faut juste se maintenir. On reprend Franck Passy, hein, qui était là parce que c'était devenu l'entraîneur adjoint de Mitchell. Il va quand même réussir à amener l'OM en finale de la Coupe de France une nouvelle fois, match qui sera encore perdu. Et cet OM là de l'époque c'est peut-être le pire de tous ceux qu'on a cités dans cette vidéo. L'équipe franchement c'est une horreur, il y a plus du tout d'argent, plus d'ambition, plus d'émotion. On sait que le club doit être vendu. Du coup dans la continuité on dit à Franck Passy tu viens de finir 13e, reste la saison d'après. Les résultats forcément vous vous doutez qu'ils peuvent pas être fous. L'OM au bout de quelques journées se stabilise autour de la 15e place et l'équipe alignée dès le mois d'août, ça fait peur. Pelé, Doria, Rolando, Sakai, Bedimo, Diarra, Diaby, Cabella, Bounassar, ailier gauche, Thauvin et Gomis. Heureusement que l'OM va être acheté. Octobre 2016, le duo McCourt, Jacques-Henri Hérault débarque et ils vont nommer un nouvel entraîneur, Rudy Garcia. On se rappelle tous de sa masterclass pour son premier match, son double bus installé au Parc des Princes, 0-0. L'OM ramène un point de Paris, ce qui est un exploit sur les dernières années, le tout sans avoir tiré une seule fois. On est sur l'exploit du siècle. Et là, mine de rien, l'OM va reconnaître une période un petit peu plus stable, hein. L'équipe va grandement se renforcer pendant 2 ans jusqu'à atteindre la finale de l'Europa League en 2018. Après quand même une énorme saison, on sous-estime trop cette saison, hein. L'OM finit 4e alors qu'ils ont marqué 80 buts en Ligue 1. Bon,
tout n'était pas parfait au niveau du jeu, hein. Le personnage de Garcia pouvait même agacer de temps en temps. Il y avait un gros défaut, c'était les gros matchs, et même des choix plutôt horribles dans certains mercatos, mais au moins il y a eu des résultats et une grosse saison avec des bons joueurs, chose qui n'était plus le cas les années précédentes. Mais l'OM, hein, comme dans tout cycle, évidemment, vous le savez, ça va retomber. Saison 2018-2019, forcément il y a de l'attente autour de l'OM, et quand tu fais un point dans un groupe composé de Francfort, de la Lazio et de l'Apollon Limassol, ça marque un petit peu mal, hein, surtout que tu viens d'être finaliste de la Ligue Europa. Ce club est incompréhensible. T'ajoutes à ça des prestations de plus en plus moyennes sur le terrain et des flops énormes sur le mercato qui vont handicaper l'OM pendant des années, et t'as le début du divorce entre Garcia et les supporters. Il quittera le club en fin de saison et laissera l'OM à la 5ème place, du coup quand même qualificatif pour une place européenne. Le successeur de Garcia, ça va être André Villas-Boas. On est à l'été 2019, on commence donc à se rapprocher de l'histoire très récente de l'OM. Vous devez peut-être vous souvenir de tout, pas sûr. Villas-Boas, il s'est quand même passé pas mal de choses. Après un début plutôt mitigé, il va réussir à qualifier l'OM en Ligue des Champions pour la saison d'après, avec un match mémorable contre Lyon, hein, cette année-là, le Lyon de Rudy Garcia d'ailleurs. Et tout ça, ça se passera évidemment pendant la saison qui sera arrêtée à cause du Covid. Pendant l'été, l'OM essaie de renégocier le contrat de Villas-Boas pour qu'il reste encore plus et qu'il s'installe dans la durée à l'OM, sauf que Andoni Zubizarreta, le mec qu'il a fait venir, eh ben il quitte le club pendant l'été. Villas-Boas, il est plus très chaud, donc il décide juste de faire cette année-là, et il partira sûrement en fin de saison. La deuxième année commence très bien, hein. Bon, il n'y a pas de spectateurs dans les stades, ça rend fou, mais l'OM bat le PSG, ce qui n'était plus arrivé depuis des décennies. C'est la fête jusqu'à la Ligue des Champions, où là c'est un nouveau drame, hein. Une victoire en 6 matchs, les contenus sont alarmants, franchement c'est une période horrible. Alors que l'OM est premier de Ligue 1 en décembre. Alors est-ce qu'on vire Villas-Boas, est-ce qu'on le garde ou pas? Bon, à l'OM on décide de le garder, hein. Il est premier en même temps, difficile à le virer, malgré franchement la Ligue des Champions c'était chaud. 29 janvier 2021, tenez-vous bien, ça va bouger. Déjà ce jour-là, Villas-Boas annonce qu'il va quitter l'OM à la fin de la saison. Le lendemain à la commanderie, il y a la Révolution française partie 2. Mais ça n'a rien à voir avec l'entraîneur, ça a à voir avec le président Jacques-Henri Hérault, qui après des mois et des mois d'agacement général, a fini par faire dégoupiller toute une ville, hein. Il y avait sa tête partout dans la ville avec écrit Hérault dégage. Au final, cette histoire ne finit pas très bien. Pendant que les supporters sont occupés à dégager Hérault, Villas-Boas, 2 jours après, il lit le journal le matin et il découvre qu'il y a des joueurs de son équipe qui ont été vendus dans la nuit, pendant donc la dernière journée du mercato hivernal. Et ça lui plaît pas du tout, du coup il va dire qu'il démissionne, hein. Lui il veut pas d'argent, il se casse de l'OM, mais on l'a pris pour un con. Bon, faut dire aussi que les événements qui se sont passés 2 jours avant l'ont peut-être un petit peu effrayé. En tout cas, la version officielle, c'est qu'il a pas apprécié que Encham et Radonjic s'en aillent. Il va pas nous la faire à nous, j'y crois zéro. On a donc un nouvel intérimaire, cette fois-ci c'est Nasser Largué, on va se servir dans le club. Il va rester quand même quelques matchs, je crois il en dispute 6. Rien de bien alarmant, sauf la Coupe de France évidemment. Élimination contre Canet en Roussillon. Cette saison tourne vraiment au cauchemar pour l'OM. Et donc vu qu'Hérault est parti, on a Pablo Longoria qui débarque et qui amène directement Jorge Sampaoli qui va terminer la saison et qualifier l'OM en Europa League. L'OM se reconstruit petit à petit, il entame sa première véritable saison, qui se finira d'ailleurs par une 2ème place complètement dingue à la dernière minute face à Strasbourg, plus une demi-finale de Coupe d'Europe. Le bilan est bon, est-ce qu'on va aller dans la continuité enfin l'OM? 1er juillet 2022, il démissionne parce qu'il juge que l'OM n'a pas assez d'argent pour le satisfaire sur le mercato. C'est interminable, ça fait 1 heure que je tourne la vidéo, je n'en peux plus. La suite c'est très récent, hein. Tudor est recruté, il fait une grosse saison malheureusement marquée par de grosses déceptions. Tudor s'en va alors que beaucoup de supporters voulaient qu'il reste. Marcelino arrive en juillet dernier, puis repart en septembre. Abardonado prend le relais, se fait humilier face au PSG, et nous revoilà avec ce bon vieux Gattuso qui a quand même 2 particularités. Il est connu pour son engagement, donc ça c'est une très bonne chose à Marseille, il y va pas à moitié, mais aussi pour son instabilité. Voilà, c'est génial. Voilà, en espérant que l'histoire bordélique s'arrête en 2023, mais ça j'y crois pas trop. Alors qu'est-ce que ça va donner avec Gattuso? On va très vite le voir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker un petit peu pour le référencement, ça fait plaisir. Vous pouvez me retrouver sur TikTok évidemment, et puis maintenant sur Twitch, tous les liens sont en bio. Ciao!